Le 10 septembre 2001, Whitney accepte de participer à une émission spéciale en hommage à Michael Jackson. Lorsqu'elle apparaît, l'assistance est sous le choc. D'une maigreur cadavérique, la jeune femme n'est que l'ombre d'elle-même. Elle avait l'air si mal. J'ai pleuré, c'était horrible. Mais c'est surtout quand on a vu sa voix dérailler avant, en 1996, 1997, car elle fumait trop de cigarettes. À ce moment-là, elle commençait à payer cher sa consommation de drogue. Et encore une fois, la voix humaine a vraiment besoin de repos. J'ai fondu en larmes dès que je l'ai vue. Et c'était une émotion, je pense, très partagée par tous ceux qui étaient là. Je crois que tout le monde a remarqué qu'il y avait un problème. Et tout le monde se faisait du souci. Désormais, le monde sait que Whitney Houston a un problème. La presse se lance à ses trousses comme une meute sur un animal blessé. Le 12 avril 2002, en pleine interview avec Diane Sawyer, Whitney craque et le masque tombe. First of all, let's get one thing straight. Crack is cheap. I make too much money to ever smoke crack. Let's get that straight, okay? We don't do crack. We don't do that. Crack is whack. Whitney retourne en studio. Quelque chose s'est brisé. Le désir n'est plus là. Souvent, elle disait qu'elle voulait juste être une mère de famille, à la maison, à cuisiner et à profiter de sa famille, et jardiner, etc. Elle avait déjà tout réussi dans le domaine de la musique pop et était devenue une superstar. Donc à ce stade, je pense qu'elle aurait voulu juste avoir un mode de vie familial, simple, et profiter de la vie. Je pense que c'était son désir profond, mais elle ne pouvait pas. Elle venait de signer un énorme contrat et elle devait essayer de faire son job. Un an plus tard, en décembre 2002, le 5e album de Whitney est prêt, mais sa promotion sera minimale. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait à cette époque, au regard de la situation et de ce qu'il se passait dans sa vie. Et elle a fait un peu de promotion. Elle est venue au tournage des clips, même si elle avait 24 heures de retard. Whitney ne fait pas de tournée. Les ventes s'en ressentent. Just Whitney s'écoule à 2,5 millions d'exemplaires seulement, 5 fois moins que le précédent. Dans l'entourage de la chanteuse, loin de se soucier de sa santé, on essaie de tirer un maximum d'argent, par crainte que la source se tarisse. À ce degré de notoriété, à ce degré d'enjeu financier, tout explose, tout se délite. Ses propres parents comprennent que le truc est peut-être en train de commencer à partir en sucette. Et donc c'est le moment peut-être où il faut en profiter avant que la poule ne ponde plus de dehors. Son père, qui est toujours son agent, la poursuit devant les tribunaux et lui réclame 100 millions de dollars. Et là, ça a dégénéré. Quand on pense qu'à un moment, pour son père, Whitney était la prunelle de ses yeux, sa fille chérie, et à quel point elle aimait et adorait et admirait son père. Et c'en est venu à un stade. Le business a tellement interféré dans leur relation personnelle, ça a complètement dégénéré. Et il a fini par lui faire un procès. Vous imaginez, faire un procès à votre fille? Aucun d'entre nous n'arrivait à comprendre. Quand tu finis par faire la guerre à ta propre famille, là, c'est plus qu'une question d'argent. Enfin, c'est l'argent, mais ça va au-delà. C'est une souffrance profonde, une profonde déception et un profond sentiment d'abandon. C'est tragique. De quoi dégoûter un peu plus Whitney de son statut de star et de fantasmer d'une vie simple, centrée sur sa famille. En 2003, la carrière de son mari Bobby Brown est toujours à l'arrêt. Tracy Baker Simons, productrice de télévision, le contacte et lui propose de participer à un nouveau genre de programme, une télé-réalité.
À cette époque, Bobby était vraiment dépeint comme le bad boy. La raison qui a conduit à écrire le show autour de Bobby, c'était vraiment pour répondre à la question « Qui est cette personne que Whitney Houston, que nous aimons, admirons et adorons tous, a trouvé assez bien pour être son compagnon ?» Bobby Brown saisit cette chance pour retrouver la lumière et Whitney accepte pour lui faire plaisir. Et elle a fait ça pour lui. Elle était là, bon, je veux pas qu'il se sente mal. Maintenant je suis riche, donc faisons-le. Et je crois qu'elle l'a fait de bon cœur. Mais leur vie a commencé à déraper. Ils ne pouvaient pas le cacher. Et les réalisateurs et les annonceurs adoraient ça. La manière folle dont leur vie dérapait. Whitney se laisse filmer sans phare et sans maquillage dans sa vie quotidienne. Elle laisse apparaître une femme fragile, dégoûtée de sa célébrité. Pour moi, c'est comme si la marque Whitney avait pris une telle importance que ça ne laissait plus d'espace pour Whitney la personne, Whitney la femme, la mère, l'épouse, la sœur, l'amie. Et je pense que le marketing était prioritaire sur trop d'éléments dans sa vie et que c'était un problème pour elle. Cette télé-réalité, ça lui donne envie de montrer qu'elle aurait justement une vie quotidienne comme une femme, entre guillemets, normale. Ce qui lui est impossible, même en le jouant. D'une certaine façon, quand elle dit « je voulais montrer qui j'étais vraiment et j'étais la vraie moi », est-ce qu'elle ne se mentait pas à elle-même et est-ce qu'elle n'essayait pas justement de jouer le rôle de qui elle aurait pu être si elle n'avait pas été Whitney Houston? Le 30 juin 2005, le show est à l'antenne et les critiques sont violentes. Pour beaucoup, l'émission abîme encore un peu plus l'image de Whitney. Et les gens disaient « c'est un désastre ». Ils disaient vraiment des choses très négatives. Pour moi, c'est parce que le show était en avance sur son temps. Et donc, les gens n'avaient pas encore compris la différence entre une personne sur scène, qui allait faire un concert et une performance, et qui elle était dans la vraie vie. Donc, le problème, c'est que le public ne savait pas faire la différence à l'époque. Donc, laissez-moi être 2 secondes quelqu'un qui n'est pas Kirk Whalum et dire à la productrice de Being Bobby Brown, « Va te faire foutre. Va te faire foutre. » Un an après la diffusion de cette télé-réalité, le 24 avril 2007, Whitney et Bobby divorcent. Débarrassée de cette histoire toxique, Whitney tente de se soigner de ses addictions. Mais les dégâts de la drogue sur sa voix sont catastrophiques. En août 2010, elle sort un nouvel album et tente une tournée. Sans voix, les concerts sont une catastrophe. Elle est Whitney the Brand. Et donc, quand tout à coup, on fait l'inverse de sa marque, ben, ça ne marche plus. Et quand même, le problème de Whitney, c'est qu'à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Whitney multiplie les cures, replonge. Elle relance un projet qui lui tient à cœur au cinéma. Elle produit et joue dans le film Sparkles, l'histoire de l'ascension de 3 sœurs dans la musique, le remake de son film fétiche quand elle était adolescente. Sister et Sparkle, mettez vos rouleaux. On va à l'église. Demain, c'est dimanche. Soyez sages. Elle n'a pas pu quitter le tournage tout de suite, même quand elle a fini le film. La production, son entourage s'est aperçu après qu'elle était restée plusieurs jours dans la région. Elle ne voulait pas quitter cet endroit où elle avait vécu une expérience très forte et où elle avait finalement renoué des amitiés. Whitney semble reprendre des forces,
Mais en coulisses, on dit la chanteuse ruinée. Clive Davis veut relancer la jeune femme et annonce son grand retour le 11 février 2012 dans la soirée que le producteur organise en marge des Grammy Awards. C'était son grand retour dans le showbiz et elle devait chanter ce soir-là la soirée de Clyde. Whitney is back, c'est vraiment ça, hein. Et c'était l'événement, c'était... Elle est là, ça y est, elle est en forme. Si elle va chanter à la soirée Clive, c'est que et Clive, vu ce qu'il est pour Whitney, elle revient, elle est là, et les Américains adorent ça, hein. La difficulté, c'est est-ce que vous êtes en état psychologique et physique de le réaliser? Et en fait, c'est là-dessus que ça va se jouer.